Bah, déjà, bonjour à tous et merci d'avoir de vous être inscrit à cette formation. Je vais juste demander à tout le monde de couper les micros et vous verrez, je vais vous expliquer comment on va fonctionner pour les échanges. Mais voilà, c'est très incommodant quand on a du Larsen, du brouhaha, ça casse un peu la présentation. Donc, je tenais à commencer ce webinaire, cette petite formation en visio à défaut de formation présentielle, en remerciant donc les trois intervenants, hein, Vincent Quintin, Maëlys Moya, qui sont tous les deux de la Ligue Bretagne de hand, en chargé de développement, et Amélie Poli, qui entraîne au club de Vannes, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Ils vont vous présenter donc un, un passage en revue des différentes pratiques en hand, mais en mettant un focus sur le hand A4 et le hand fit, qui sont qui sont des pratiques particulièrement adaptées à nos problématiques d'organisation en EPS. Et c'est pour ça qu'on a tenu à faire ce focus là-dessus. Sachez aussi que dès que possible, dès que l'horizon sera plus clair, on envisagera de décliner des formations en présentiel. Mais voilà, là, on est sur une première étape et encore merci d'être là. Sur la, la présentation, il va y avoir, donc, comme je vous le disais, un focus sur le hand A4, puis un focus sur le hand fit. Vous pouvez intervenir dans le chat si vous avez des questions ou des remarques. Sachez que Maëlys gérera le chat et pour tout ce qui est questions simples qui fait appel à une réponse rapide et simple, elle pourra répondre en direct dans le chat. Et pour les réponses qui nécessitent un plus gros développement ou qui peuvent avoir un intérêt pour développer un échange derrière, on les reprendra, on les notera et on les reprendra à l'issue de la présentation pour organiser un temps d'échange. Voilà. Donc, je vais passer la main à Vincent. Et voilà, c'est parti. Ça marche. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Vincent Quintin, donc de la Ligue de Bretagne de handball. Donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, moi, du coup, je vais vous présenter la partie Hand 4, une pratique qui se développe de plus en plus et encore plus en ce moment par rapport au contexte sanitaire. Avant de parler de la pratique en A4, juste vous faire un petit topo sur ce qu'est le handball à la Fédération française de handball aujourd'hui. La première des choses, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul handball. Il y a le handball traditionnel, hein, qui est notre cœur de métier, le handball à 7, présent aux Jeux Olympiques, présent avec un fort palmarès. On a la chance d'avoir des équipes de France performantes et qui mettent un joli focus sur notre sport, mais aujourd'hui, pour répondre aux différents besoins de la société, pour répondre aux différentes catégories d'âge, par rapport à tout ça, on a des offres de pratique qui existent aujourd'hui et que je vais vous détailler assez rapidement parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, mais on trouvait intéressant de vous en parler tout de même. Alors, la première partie, c'est tout ce qui va être lié à l'école de hand. Donc la pratique baby hand, hand premier pas et mini hand. Donc baby hand plutôt pour les 3-5 ans, premier pas plutôt pour les 5-7 ans et le mini hand pour les moins de 12 ans et plutôt pour nous au niveau de la Ligue de Bretagne sur un aspect comment dire, fédéral, on est sur le mini hand sur des moins de 9 ans. Donc baby hand des premiers pas, on est essentiellement sur des ateliers de motricité qui se rapprochent le plus possible de jeux de ballon. Et au niveau du mini-hand, de la même manière, mais avec des matchs plutôt dans la largeur, sur des terrains de taille adaptée, qui vont se rapprocher justement au handicap dont on va parler aujourd'hui. Une autre offre de pratique est le hand ensemble, donc une pratique qui est liée au handicap, le hand adapté pour les personnes qui souffrent d'handicap psychique et le hand fauteuil, donc
qui est plutôt pour les personnes atteintes de handicap moteur. Une autre offre de pratique qui va s'adresser plutôt aux adultes, mais qu'on pourrait imaginer décliner justement de plus en plus à une pratique adolescente, peut-être même à travers le handacat et le hand loisir. Le besoin de compétition est beaucoup moins présent sur les générations sur nos générations, sur les générations qui arrivent. Les gens ont envie de prendre du plaisir avec moins de contraintes, avec moins d'aspects compétitifs. Donc le hand loisir peut répondre à cette demande-là. En lien aussi, une autre offre de pratique. Alors, ne pas confondre avec le sandball, que peut-être certains d'entre vous ont pu mettre en place lors de leur cours, donc le handball sur sable, sur la plage. Le beach handball, c'est vraiment une pratique compétitive, à l'inverse du sandball, qui est vraiment une pratique loisir. Et donc, le beach handball a des règles bien spécifiques. On pourrait même imaginer que ça fasse l'objet d'un webinaire. Je ne vais pas vous la détailler. Mais en tout cas, au niveau de l'UNSS, quand on en parle avec l'UNSS lors de nos commissions mixtes, on pourrait très bien imaginer pas dans les semaines à venir, mais dans les prochaines années scolaires, proposer pourquoi pas des tournois de beach handball UNSS auxquels vos établissements scolaires et vos classes pourraient participer sans problème. La pratique handfit, je ne vais pas trop détailler puisque Amélie va vous en parler. Donc la pratique handfit, c'est une pratique en lien avec qui mêle handball et fitness plutôt pour les plus de 35 ans. Mais c'est une pratique aussi qui est totalement adaptée dans le contexte actuel par rapport à la distanciation, par rapport au protocole sanitaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de vous en parler tout à l'heure, parce que vous pourrez vous appuyer dessus au retour dans les semaines à venir. Le son. J'ai entendu. Couper, ouais, si vous pouvez couper. Ouais, je sais pas qui a des problèmes de son, mais nous, on l'entend en tout cas. Ouais, vous m'entendez tout de même, c'est bon? Tac. Ok, je poursuis, pardon. Donc, ouais, bien couper vos micros pour les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, la dernière pratique, donc le handacat, que je vais vous détailler plus spécifiquement aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une pratique qui est ciblée pour le public adolescent, mais qu'au niveau de la fédération, on va aussi utiliser, par exemple, pour mettre en place des tournois partenaires, pour mettre en place des actions de promotion de la pratique. Et vous allez les voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de simple à mettre en place et qui peut être rapidement efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de jeu très élevé ou des connaissances très élevées pour prendre du plaisir rapidement à travers cette pratique. Donc voilà, je vous ai fait un rapide topo, mais en tout cas, ça montre bien que aujourd'hui, on peut, dans ce monde actuel, on doit en permanence s'adapter. Le handball le fait de la même manière pour les différentes catégories d'âge. Et petit aparté également, aujourd'hui on est avec vous, mais on travaille également avec l'UCEP pour développer le hand premier pas, le mini hand, etc. Alors, au niveau... Il y a toujours des micros. Est-ce que je peux juste essayer de désactiver le son de tout le monde? Oui, normalement, tu dois pouvoir le faire, ouais. mais... Ouais. Faire muer tous. Hop, voilà. Alors, aujourd'hui, donc le handacat, il va permettre de lever plusieurs problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre pratique, dans vos cours. Donc, on les a nommés ainsi. Donc, comment faire jouer et progresser une classe d'élèves mixte à l'engagement varié? Et quand on parle de mixité, on parle aussi bien du sexe, évidemment, mais on parle aussi du niveau de jeu. On a des niveaux de jeu qui sont très hétérogènes. On a un engagement varié par rapport
à la pratique du sport, par rapport à la pratique de sport individuel ou pratique de sport collectif. Donc voilà, c'est pas toujours facile dans une classe de 30 élèves justement de proposer quelque chose qui va répondre aux besoins de chacun et répondre au niveau de chacun. Donc le Handacat devra et vous permettra de répondre à ces problématiques-là. Une autre problématique, c'est comment conserver l'essence du jeu et le rendre accessible et attrayant pour toutes et pour tous. Parce que jouer au handball traditionnel, au handball à 7, ça demande des compétences physiques, motrices et tactiques qui sont pas forcément faciles à avoir quand on est en sixième, mais aussi quand on est en seconde et qu'on ne l'a jamais pratiqué. Comment permettre l'acquisition d'habilités motrices, de savoir-faire individuel et collectif pour tous en sport co. Comment garantir le plaisir et un temps de jeu important pour tous. On insiste là-dessus, le Handa 4, vous allez voir qu'il va vraiment vous permettre de garantir beaucoup de temps de jeu à vos élèves et également de prendre du plaisir très vite par rapport au hand traditionnel, en tout cas sur le début de la pratique, par rapport au fait que ça va être plus adapté au niveau où ils vont pouvoir avoir des chances d'accès au tir, des chances de toucher le ballon beaucoup plus souvent. Et donc, comment amener à l'autonomie des élèves, l'auto-évaluation et la co-évaluation. Vous allez voir, ça va être un outil qui va vous permettre de construire vos cours et justement que ça roule tout seul. Alors, tout seul, évidemment, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, que chaque élève puisse prendre la responsabilité d'un exercice, d'un terrain, avoir différents rôles qu'on va vous détailler ensuite. Alors, pour commencer, puisque malheureusement, on ne peut pas vous faire pratiquer. Je sais qu'en général, on aime bien faire des formations et commencer par de la pratique. Là, en l'occurrence, ça ne va pas être possible aujourd'hui. Donc, je vais vous passer la vidéo suivante. Une vidéo qui a été faite par Pascal Janin. Alors, avant de la diffuser, justement, le Handa 4, au niveau de l'historique, je n'ai pas commencé par ça, mais le Handa 4, c'est une pratique qui est encore assez récente, hein, qui est un dérivé du mini-hand, qui a été mis en place vers 2012-2013, qui se développe petit à petit et qui, là, ça s'accélère vraiment. Et donc, à l'origine du Handa 4, on a Pascal Janin, qui est vice-présidente de la Fédération française de handball, qui est à son origine. Et elle est donc vice-présidente de la Fédération française de handball, mais elle est aussi, elle intervient au niveau des STAPS de l'Académie de Créteil. Donc, elle est enseignante là-dessus et elle s'est appuyée sur son expérience, sur des élèves qu'elle avait en cours, sur des élèves qui sont en immersion dans les collèges et dans les lycées de l'Académie de Créteil. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît vraiment le milieu de l'enseignement et des profs de PS, elle enseigne aux futurs profs de PS, justement. Donc, je vous passe la vidéo et on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Hop. Alors, j'avais des choses chargées. Tac. Voilà, je vais baisser un peu le son et puis on pourra commenter en même temps. Donc là, sur les images, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Sur les images que vous allez voir, c'est une classe de 6e pour commencer. Donc, le Handa 4, ça se joue dans la largeur avec un gardien de but, évidemment, 3 joueurs de champ pour chaque équipe, d'où le principe de Handa 4. Sur la vidéo qu'on voit ici, donc sur les 6e, là, on voit donc ils sont en situation d'opposition collective. Ici, l'enseignant a décidé de mettre en place des couloirs qui sont matérialisés par des coupelles. Vous pouvez vraiment, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Là, il a enlevé les couloirs, donc il y a une plus forte densité de joueurs. Vincent, on ne voit pas du tout la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Okay. Je ne sais pas si elle s'est ouverte dans une autre fenêtre. Si, mais en fait, je pense qu'il faut que je refasse le. En fait, ouais, il faut que tu repartages l'écran dans lequel tu as mis la vidéo.
Yes. Hop. Voilà, ça devrait être mieux là. Super, ouais, on voit. Maintenant, j'espère qu'on verra on la verra fonctionner, pas Ouais, figée. ok. Donc c'est parti. Donc, comme je vous le disais, donc une classe de 6e. Donc là, il y a des couloirs qui sont tracés pour jouer à 3 contre 3, mais avec des couloirs pour faire du 1 contre 1, où ça va être plus facile pour les attaquants ou pour les défenseurs, selon ce que vous recherchez. Donc vous allez vraiment pouvoir vous adapter en fonction des besoins de vos élèves, en fonction des besoins de votre classe. Là, les couloirs n'existent pas, donc il y a une plus forte densité. Donc ce terrain qui sont dans la largeur, ça va vous permettre justement, ça va permettre aux élèves d'avoir accès au tir, qui est vraiment l'essence même du handball, hein, ce duel tireur-gardien. On va pouvoir l'avoir beaucoup plus vite. À l'inverse, une classe de 6e, par exemple, traverser tout le terrain sans perdre la balle, soit par l'adversaire, soit par une mauvaise manipulation, c'est plus compliqué. Alors, ici, on est sur une classe de licence première année de STAPS. Ils sont un peu plus âgés que des lycéens, évidemment, mais en tout cas, c'est un public de débutants, on va dire, de la pratique handball. Pas sportif, mais de la pratique handball. Donc, on voit bien que, aussi bien pour des élèves de collège que pour des élèves de lycée ou même plus, ça va être adapté. Donc, ici, on va jouer. Donc, quand je vous disais qu'on peut faire un peu, travailler un peu ce qu'on veut avec ça, aujourd'hui, vous allez même pouvoir réfléchir justement à différents systèmes, à différentes tactiques. Et là, on est sur une défense avec un joueur autour de la zone, deux joueurs un peu plus étagés. On joue avec un pivot à l'intérieur. Donc ça, c'est à définir. Ça sera à vous de le définir avec vos élèves en fonction de leur capacité, de votre volonté, de ce que vous voulez travailler. On joue en appui avec le pivot. Dernière petite vidéo, on est avec des étudiants STAPS, spécialité handball, donc un bon niveau de pratique, des qualités physiques adaptées à cette pratique. On voit des kung-fu, donc le fait de faire une passe, d'attraper sa balle en l'air et de tirer avant de retomber en zone. Donc on voit bien que même des spécialistes trouvent du plaisir très vite dans cette pratique en l'adaptant. Peut-être ici les buts sur Kung Fu par exemple peuvent compter 2 points. On parlera tout à l'heure des règles, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça également. Hop. Alors je vais repartager du coup, je vais repartager la présentation, mettre sur pause pour ne pas être embêté. Hop. Voilà. Donc, le handicap scolaire, pourquoi, pour qui Alors, pourquoi le handicap a été développé par la Fédération française? Parce que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une baisse de la place du hand dans les programmes scolaires. Le handball, moi j'ai toujours entendu dire que c'était un sport de préau. Alors, c'est pas justement, c'est loin d'être péjoratif. Je pense que le handball s'est développé au fur et à mesure des années grâce à l'appui des profs de PS. On avait beaucoup de handballeurs qui étaient profs de PS ou beaucoup de profs de PS qui étaient handballeurs, peu importe, ça dépend comment on voit la chose. Pourquoi cette baisse dans les programmes scolaires? Alors, au niveau de la formation des enseignants, on a moins de personnes qui se forment là-dessus. On a vraiment des contraintes organisationnelles. On compare souvent le hand à 4 avec le badminton, justement. Alors, le handball traditionnel va être moins utilisé par les profs de PS que le badminton, parce que sur un terrain, sur un terrain, vous allez pouvoir installer de mémoire environ 7 terrains de badminton et faire pratiquer énormément d'élèves en même temps. Avec le handball traditionnel à 7, ça va être 14 joueurs sur le terrain et 16 joueurs dans les tribunes. Donc un temps d'activité qui se divise par 2 au moins. Donc vraiment moins adapté et dommage dans l'investissement qu'on peut demander aux élèves. Donc le hand à 4, il doit vraiment répondre à cette problématique organisationnelle.
et une non-maîtrise technique et tactique des élèves. Sur le hand à 7, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, il faut justement connaître les postes, connaître les règles, être capable de monter la balle sans la perdre, justement, la maîtriser aussi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, alors que sur une pratique avec un effectif moindre, tout de suite, et en permettant de mettre des groupes de niveau par terrain, ça va tout de suite être plus simple pour vous dans la gestion et une prise de plaisir beaucoup plus vite pour vos élèves. Qui plus est, les élèves qui sont en réussite, qui ont des qualités physiques ou qui connaissent le sport co ou qui connaissent le handball, vont toucher beaucoup la balle sur le hand traditionnel, et les plus débutants, les plus timorés, vont beaucoup moins la toucher, ce qui fera que certes, il y aura de la pratique, mais au final, ils toucheront peu la balle ou ils vont tirer très peu au but. Le hand à 4, c'est aussi pour nous la volonté de proposer une pratique plus accueillante et attractive, parce que une personne qui n'a pas un parcours sportif, ce qu'on retrouve dans les élèves, va pouvoir s'y retrouver justement. Et des personnes qui n'ont pas forcément une appétence pour la compétition vont pouvoir prendre du plaisir à travers le hand à 4. Donc, on est sur l'enjeu du milieu scolaire, la volonté de répondre à l'enjeu du milieu scolaire et la volonté de répondre à l'enjeu des ados. Donc, le hand à 4 est pour nous un vrai outil. Je poursuis, hein. Si jamais il y a des questions entre-temps, Amélie, n'hésite pas, qui peuvent être utiles avant que je poursuive la présentation, sinon on verra tout à l'heure. Sur l'aménagement des terrains. Alors, sur la pratique fédérale, voilà où on peut jouer au hand à 4, c'est-à-dire en fait on peut jouer au hand à 4 un peu partout. On a mis un city park, un city stade, une cour d'école, des terrains en herbe, hein. Ici, c'est un terrain de rugby, ça peut être un terrain de foot, ça peut être des terrains de synthétique. Encore plus dans le protocole actuel où on n'a pas le droit d'intervenir en salle, nos clubs, voici les places qui les investissent. Ça peut être aussi la place de la mairie dans le cadre d'actions promotionnelles, le parking d'un supermarché. On peut vraiment mettre la pratique où on veut. Pour la partie scolaire, on va dire, on sera plutôt au niveau d'un gymnase. Et donc, au niveau des gymnases, vous voyez qu'on peut tracer donc 3 terrains dans la largeur. Ça se joue dans la largeur. Les dimensions, donc c'est 18 à 20 mètres de longueur, dans la largeur toujours. Et donc 10 à 12 mètres, pareil dans... Alors, je disais longueur, largeur, ça dépend. Donc, je parlais de la longueur d'un terrain de hand à 4, pardon, je me perds. Donc, en tout cas, un terrain de hand à 4, c'est entre 18 et 20 mètres de longueur et 10 à 12 mètres de largeur. On peut aussi imaginer, selon l'effectif de votre classe, ne tracer que 2 terrains, auquel cas vous allez pouvoir élargir le terrain, ce qui va fluidifier les espaces, avoir plus d'espace libre pour vos élèves. Voilà. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez. Et donc, les zones, elles sont, alors j'ai mis 4,50 m, ça peut être de 4 mètres à 5 mètres. Au niveau de ces zones, justement, pour vous, différentes options à choisir, différentes options à tester. On peut imaginer mettre en place des zones en demi-cercle qui se rapprochent des zones sur un vrai terrain de handball, ce qui va permettre de jouer sur les extérieurs, sur les ailes, comme on dit au niveau du hand. Des zones sous forme de trapèze qui vont permettre d'avoir des ailes, mais qui vont être plus faciles à tracer, parce que justement, on n'a pas forcément, il y a déjà assez de tracés sur un terrain entre les tracés de tennis, badminton, basket, etc. Donc, je ne suis pas sûr que la municipalité ou le conseil général qui gère en général les salles de sport veuille bien vous tracer des zones dans la largeur.
Donc voilà, pourquoi proposer différentes zones? Donc la zone sous forme de trapèze qui permet tout de même de mettre en place ça rapidement, mais de jouer aussi sur les ailes. Et donc une zone où c'est juste une ligne qui est tracée, qui va être vraiment simple à remettre en place. Donc la zone, vous pouvez la tracer soit avec des pastilles, des lattes en silicone, ou alors avec des plots. On parlera tout à l'heure du matériel et comment justement vous permettre de gérer ça. Donc pastille, plot ou alors un tracé à la craie, c'est aussi envisageable selon l'utilisation du gymnase, si c'est OK pour vous, vos collègues et les associations et les personnes qui peuvent utiliser les salles sur lesquelles vous pratiquez. Au niveau du ballon et des buts, alors au niveau des buts, j'ai raté mon animation, pardon. Donc les buts, vous allez les retrouver ici. Donc c'est des buts qui font 2,40 m par 1,70 m. On peut aussi en avoir des 3 mètres par 2, mais en général on utilise les mêmes buts que les buts de mini-hand que vous avez pu voir sur la vidéo. Au niveau, donc, vous avez des buts qui peuvent être des buts gonflables, des buts emboîtables. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser des buts, on appelle ça des cages sécurité pliables, qui correspondent à, c'est les mêmes systèmes on va dire que les tentes 2 secondes de Decathlon. Alors, je vous ai mis un modèle ici. Hop. Alors, je ne suis pas commercial de la boutique officielle du handball que je vais vous afficher ici, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, par exemple, ici, les cages sécurité, c'est celle-ci. Donc, la paire, ça fait 124 € l'unité. Donc, la paire, c'est 248 €, 249 € environ, donc 250 € environ. Donc, je vous mets quelques photos pour vous montrer. Donc, voilà, c'est un système d'arceau qu'il suffit de mettre en place. Donc, les élèves peuvent peuvent mettre les buts avant votre séance. Donc, il existe différentes dimensions. Voilà. Donc, pour s'équiper donc en but, différentes options. Donc, les buts à acheter, si vous pouvez les acheter directement. Ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'était de faire le lien avec les clubs locaux. Si par exemple il y a une association de handball dans la commune où vous exercez, dans le cadre de Génération 2024, ça peut être aussi intéressant s'il y a le partenariat entre association UNSS ou collège, lycée et une association sportive est à mettre en valeur pour Génération 2024. Alors ça peut passer par du prêt de matériel en ce sens. Ça peut nouer des relations sur votre territoire. Donc ça, je pense que ça peut être top. L'option 3, ça peut être justement nous, au niveau de la Ligue de Bretagne, on a du matériel. Je vais vous donner mes coordonnées à la fin de la présentation. Donc alors cette année, ça peut peut-être être compliqué, mais si l'année prochaine, vous souhaitez tester et mettre en place le Honda 4, vous pourrez justement faire appel à nous pour qu'on vous prête des paires de buts. Il ne faudra pas hésiter. En tout cas, on fera du mieux qu'on peut pour vous permettre d'avoir ce matériel-là. Et l'option 4, c'est si jamais vous n'avez qu'une paire de buts ou deux, on peut aussi utiliser tout simplement des plots et des jalons, ou alors voilà, certes, c'est moins qualitatif, mais en tout cas, ça répond aux besoins. Donc voilà. Au niveau des ballons, on utilise alors des ballons, j'ai mis taille 1 ou 2, des ballons. Ce qui est important, c'est que les ballons soient souples, puisque justement la distance entre le tireur et le gardien de but, en ayant une zone à 4 mètres ou 4 mètres 50 ou 5 mètres, le tireur est un peu plus proche. Donc on verra qu'il y a des techniques aussi pour éviter que les gardiens puissent avoir peur et que les gens tirent trop fort. Je vous donnerai des petites astuces là-dessus. Je poursuis. De toute façon, si vous avez des questions, on voit ça tout à l'heure. Je vois que le chat est actif. Je ne vois pas les commentaires, mais je vois qu'il y a un peu le chat est actif, donc c'est top. Sur
un exemple d'organisation qu'on peut vous donner justement par rapport au Honda 4 pour vous montrer pourquoi il est totalement adapté à vos problématiques de professeurs de PS, avec des classes qui pouvaient aller de 24 à, je sais pas, 34 ou 34 élèves, environ 30 élèves, on va dire, sur l'organisation en mettant en place trois terrains. On s'aperçoit très vite qu'il y a un grand nombre de joueurs en activité, si ce n'est tous les joueurs, justement. En fonction de ce que vous allez choisir, on peut justement sur chaque terrain faire. Donc là, on a sur le modèle que je vous présente ici, on a 24 joueurs en activité, 24 joueurs qui jouent. On a 6 arbitres, donc en jaune ici. Donc là, le choix, il est de mettre 2 arbitres, mais il peut y en avoir qu'un seul. Et on va avoir aussi des observateurs. Option possible aussi, c'est de mettre un remplaçant, par exemple, sur chaque équipe. Donc, pour faire jouer jusqu'à 30 joueurs, on peut mettre un remplaçant et le tireur, le tireur, après son tir, s'il a marqué, il peut aller taper dans la main du remplaçant et on fait la rotation. Ce qui va permettre, en aménageant des règles de ce type-là, de fluidifier le front défensif, on va dire, et donc de mettre de l'activité. Et des temps où la défense ne sera pas organisée, ce qui donnera plus de chances d'aller au but. Au niveau donc, des différents rôles, donc les arbitres, j'en ai parlé, les observateurs. Donc les observateurs, le rôle vous pouvez leur donner différents rôles. Par exemple, ils peuvent être justement noter le score, noter le nombre de tirs, prendre des statistiques, voir si le fair play est respecté. En ayant discuté aussi avec Pascal Janin sur un séminaire sur le Honda 4, elle utilise aussi les tablettes. On a de plus en plus on a des moyens numériques qui augmentent au fur et à mesure. Alors ça dépend, je pense, des collèges, ça dépend des lycées. Mais en tout cas, on peut utiliser des tablettes pour filmer et faire des retours directement. Voilà, vraiment beaucoup, beaucoup d'options possibles. Et la dernière chose aussi que je voulais vous dire par rapport à cette organisation-là, c'est que là, on est dans une configuration de match, évidemment, mais on peut très bien imaginer, on est sur 6 buts différents, on peut très bien imaginer de travailler du tir, on peut très bien imaginer de travailler une situation de supériorité numérique à 2 contre 1, on peut très bien imaginer de travailler, comme on vous le disait tout à l'heure lors de la vidéo, en mettant des couloirs pour vraiment s'entraîner. Tout à l'heure, je vous présenterai rapidement le livret en A4 qu'on vous fournira également. La présentation vous sera fournie, mais on vous fournira également un livret en A4 où dedans, vous allez retrouver des séances que vous pourrez utiliser dans le cadre de vos cours. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je pense que sur cette diapo, on est pas mal. Mais oui, voilà, donc là, il y a les différentes zones, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, sur les zones, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi faire sur la première séance, faire une zone avec une ligne et puis instaurer au fur et à mesure des zones en demi-cercle pour mettre en place le jeu de l'ailier, voir l'intérêt que les élèves se questionnent sur qu'est-ce que ça change quand il y a une zone en demi-cercle ou quand il y a une zone qui est tirée droite. Voilà. Alors, si on va au niveau des plus-values pédagogiques et didactiques sur le Honda 4. Donc, un nombre de joueurs en activité, je pense que ça, vous l'aurez compris, c'est vraiment la principale force du Honda 4 au niveau scolaire, je pense. C'est vraiment ça qui doit vous donner envie, je pense, de le mettre en place. Les différents rôles, je viens d'en parler également, attaquant, défenseur, gardien de but, évidemment, mais aussi arbitre, observateur. Et j'en ai pas parlé, par contre, c'est le rôle de coach. On peut très bien imaginer mettre en place un tournoi de handicap au sein de la classe, au sein de l'association UCEP, avec des montées-descentes. De la même manière, alors moi, quand j'étais lycéen, j'adorais le badminton. J'étais handballeur et j'aimais bien le badminton et on faisait beaucoup de montantes descendantes. Je pense que c'est toujours le cas. Là, au handicap, c'est largement faisable. Voilà, je poursuis. Tac. Donc, la gestion de l'hétérogénéité, par exemple, au niveau du niveau, on peut très bien imaginer le terrain, ici un terrain débutant, ici
un terrain intermédiaire et un terrain avancé. Ça va permettre aux plus forts de ne pas se lasser ou de faire n'importe quoi. Ça va permettre aux personnes qui débutent de toucher beaucoup plus le ballon. Vu qu'on n'est que trois, ben, on ne peut pas se cacher. On va très vite avoir besoin de moi. Donc, je vais toucher la balle. Et en fait, vous allez pouvoir alterner entre des temps où chacun va travailler à son niveau, on va dire, et puis des temps où on va être en collaboration, où on va faire jouer des plus forts avec des plus faibles et ainsi de suite. Donc, vraiment, la faisabilité pour vous d'alterner là-dedans. Un nombre de duels tireur-gardien qui a augmenté. Ça, j'en ai parlé, mais j'insiste vraiment là-dessus. L'essence du handball, c'est ce duel tireur-gardien et le fait qu'il y ait beaucoup de tirs, et à l'inverse d'autres sports. C'est la différence avec le foot, hein. Évidemment, le foot, ça se joue au pied, mais la différence entre le foot et le hand, c'est aussi qu'il y a un nombre de duels tireur-gardien qui est beaucoup plus important au niveau du handball. Et aussi, puisque le hand à 4, on veut, à travers le hand à 4, éviter de voir des scores de 2-1 au bout de 10 minutes. Et malheureusement, sur les pratiques scolaires, c'est ce qu'on va retrouver souvent sur du handball traditionnel. Le changement de statut multiplié, passer d'attaquant à défenseur, les différents rôles, des temps sur petit espace avec une grande densité de joueurs. Alors, je vais assez vite parce que justement le temps file, donc je ne vais pas à fond sur les aspects, justement sur la plus-value pédagogique, mais des temps sur petit espace avec une grande densité de joueurs, et à l'inverse des temps sur grand espace avec faible densité de joueurs au niveau de la zone ou non. Le fait de jouer à effectif réduit à travers le hand à 4 va vous permettre à vous et vos élèves, en tout cas à vos élèves, d'avoir une prise d'info qui va être facilitée avec un petit peu moins de choix, et donc ça va être plus simple pour eux. Malgré tout, il y a une prise de décision qui est multipliée parce que je vais toucher beaucoup plus la balle, je vais avoir des adversaires, je vais être très vite en situation de est-ce que je tire ou est-ce que je passe beaucoup plus vite? Est-ce que je traverse ou pareil, est-ce que je contourne? Ça va venir très vite. Le fait d'assumer ses responsabilités, hein, en étant sur du hand à 4, je peux moins me cacher que sur du handball traditionnel où je vais jouer si je ne sais pas jouer, ben, je vais jouer à l'aile et puis je vais faire plus de l'athlétisme, faire des allers-retours plutôt que toucher le ballon, faire la passe et tirer. Et donc développer une motricité plus efficiente avec beaucoup de déplacements en arrière, en avant, sur les côtés, etc. Donc voilà voilà ce que ça peut vraiment apporter à vos élèves, cette pratique-là. Les limites, je vais passer assez vite dessus. Donc le jeu à l'aile, mais le jeu à l'aile, donc le jeu sur les extérieurs, mais on peut y répondre malgré tout en mettant une zone circulaire. On peut y répondre, et là je vais anticiper, mais en alternant les situations de hand à 7 et de hand à 4. Le jeu sur grand espace, on va moins retrouver ces situations de contre-attaque qui peuvent être liées au handball. La proximité des buts pour les adolescents, et là je vais revenir tout à l'heure là-dessus sur l'aménagement des règles. Et donc l'évaluation au baccalauréat à 6 contre 6. Alors aujourd'hui, ça peut être un des freins, hein, justement, en tout cas au niveau de la pratique lycée. Le fait qu'un élève de terminale est évalué au bac sur du 6 contre 6, malgré tout, le hand à 4, il peut être utilisé justement sur des situations de début de séance, sur des situations de début de cycle, pour donner à l'élève des outils qui lui seront bénéfiques derrière pour aller sur du hand à 7, voilà, sur du handball traditionnel. Au niveau des règles, pareil, c'est à vous de les déterminer, c'est à vous de les tester, c'est à vous de les utiliser en fonction des besoins de vos élèves. Vous pouvez très bien justement faire en sorte que l'engagement il se fasse du gardien de but ou que l'engagement il se fasse du centre.
En fonction de ce choix-là, ben, la densité de défenseurs, elle va être plus ou moins élevée, elle va être plus ou moins étagée. Les contacts, ben, vous pouvez soit les interdire, mettre en place des règles du toucher. Par exemple, si je suis touché de face, eh ben, je m'arrête et je dois faire une passe. Voilà, vous pouvez les autoriser également. Au niveau, dans le duel tireur-gardien, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut mettre en place des tirs indirects. Donc, ça va être des tirs à rebond, des tirs lobés, des balles à effet. Alors là, on ne va peut-être pas être sur la pratique scolaire, mais voilà, des lobes, des chabalas. C'est des termes un peu plus techniques, hein, mais qui sont des tirs utilisés au handball. On peut préconiser des tirs à deux mains au début, on peut mettre en place des tirs, ou alors faire des tirs normaux à une main de handballeur. Vous pouvez justement mettre des règles éphémères durant vos rencontres, durant vos cours, c'est-à-dire des matchs à thème avec, sans avoir le droit d'utiliser le dribble, mettre en place, avant d'aller tirer, je dois forcément faire 3 passes ou que chaque joueur de mon équipe touche la balle. On peut imaginer plein de choses. On peut justement adapter ces règles aux besoins des joueurs. Et ces règles-là, elles peuvent être différentes sur les terrains en fonction du niveau de jeu de vos élèves et en fonction, encore une fois, de leurs besoins. Donc, en résumé, par rapport à ce Handa 4, il va vous permettre, tout en conservant l'esprit du jeu, de vraiment donner une chance d'accès au tir pour tous. Donc, que je sois novice, totalement débutant ou non, eh ben, je vais pouvoir très vite avoir le droit, la possibilité de tirer, parce que la zone est beaucoup plus proche. Vous pouvez jouer en instaurant de la mixité ou non. Encore une fois, quand je parle de mixité, c'est en termes de niveau, hein, c'est pas que garçon-fille. Le temps d'activité, il est augmenté. Et ça, c'est vraiment là-dessus que j'insiste, hein, c'est vraiment ça qui est vraiment top. Nous, on l'utilise beaucoup sur la pratique fédérale, même sur des handballeurs traditionnels. Le fait de l'utiliser pour des moins de 13, des moins de 15, même de temps en temps pour des seniors pour casser un peu la routine, c'est top. Et on s'amuse très vite et puis on joue et on se dépense énormément. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous faire pratiquer ce soir, mais je pense que vous verriez très vite que c'est très sollicitant d'un point de vue énergétique. Le fait aussi de proposer différents rôles aux élèves, ça c'est vraiment une réelle plus-value. En ayant 3 terrains, ben, ça va solliciter beaucoup les élèves sur le rôle d'arbitre, sur le rôle d'observateur, sur le rôle de coach. Et vous allez pouvoir construire beaucoup de contenu avec ça. Et j'insiste aussi sur le fait que le Handa 4, c'est une alternative au jeu à 7. Et pour moi, il faut aussi l'utiliser en alternance avec le jeu à 7. C'est-à-dire que sur une même séance, vous pouvez jouer, faire du Handa 4 et du Handa 7. Vous pouvez jouer dans la largeur et dans la longueur par le biais d'aller-retour. Ça se fait de plus en plus au niveau de la pratique fédérale, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, notamment pour les classes, encore plus, je pense, pour les classes de niveau lycée, pour justement peut-être préparer au baccalauréat. Donc, la dernière chose que je vous présente, et ensuite on pourra enchaîner sur les questions, c'est ce livret. Hop, il faut que je refasse le partage. Donc, le livret. Hop. Donc, c'est un livret en A4. Pour info, Vincent, je viens de partager le livret dans le chat. Comme ça, ils l'auront tout de suite à l'issue. Bon, bah parfait. Donc, du coup, je passe vraiment 15 secondes dessus, mais voilà, un livret que vous pourrez lire, sur lequel vous allez pouvoir revoir un peu tout ce qu'on a pu dire et qui va vous présenter des situations que vous pouvez utiliser dans vos cours sans aucun problème. Hop, et hop. Donc voilà sur ce qu'est le Handa 4 aujourd'hui. Alors, on va vous envoyer également le diaporama
Dedans, je vous ai mis des vidéos complémentaires à mon intervention qui sont faites par Pascal Janin, qui ira encore plus loin, je pense, sur l'aspect pédagogique que moi, puisque ben, voilà, c'est vraiment son métier. Un lien vers notre site internet où vous allez pouvoir retrouver des contenus. Un lien sur des liens vidéo aussi qui présentent le Handa 4. Et donc, vous avez mes coordonnées ici. Encore une fois, si vous avez besoin de matériel ou après la présentation, n'hésitez pas, on est à votre service. On est plusieurs, hein. Il y a moi, il y a Mélisse, il y a plein de personnes au niveau de la Ligue de Bretagne qui seront ravis de vous aider à développer la pratique du handball dans les collèges et dans les lycées. Voilà. Hop. J'arrête le partage. Si vous avez des questions ou si Mélisse a des questions, je suis à votre disposition. Alors, on peut peut-être effectivement se donner 5 minutes d'échange là sur le Handa 4 avant de passer sur la présentation HandFit. Et à l'issue de la présentation HandFit, on pourra aussi, on reprendra un temps d'échange et au moins on pourra jouer sur le timing pour respecter tout ça. Voilà, donc Maëlys, si tu as relevé des Alors, choses. il n'y a pas eu de questions particulières, à part si on avait un document de tracé type pour les terrains Handa 4. Et une remarque de Marie-Pierre qui dit qu'il lui semble que rien n'empêche au bac de partir sur du 4 contre 4. Donc, si vous avez des réponses à leur apporter, merci. Alors, est-ce qu'il y a des collègues de lycée qui ont justement programmé du hand pour le bac? Et cela, j'avoue que moi, je ne suis plus à jour là-dessus. Vous pouvez prendre la parole hein, là, vous pouvez ouvrir vos micros quand vous intervenez, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, c'est chaque établissement qui établit son référentiel au regard des référentiels nationaux, mais est-ce que justement les effectifs ne font pas partie un petit peu des incontournables? Moi, j'avais ce souvenir-là du temps où j'étais en lycée. Alors, moi, je ne m'y connais pas au niveau des référentiels pour le bac, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, je sais que justement, Pascal Janin milite énormément pour faire connaître cette pratique-là, pour la pratique scolaire et en lien avec le bac, justement, que ça soit même la pratique à terme qui soit peut-être utilisée dans le cadre scolaire. Moi, c'est l'élément que je peux vous donner là-dessus. Et donc sur les tracés, par rapport à la question que tu relevais, Mélisse, alors on n'a pas forcément de document type, mais c'est vrai que je viens de le noter. Peut-être que ça serait intéressant qu'on le crée. Voilà, on vous a donné les dimensions des terrains, les dimensions des zones. Donc les zones, elles font 4 ou 5 mètres, c'est à vous de décider. Et puis les dimensions, c'est 20 mètres par 12 mètres si votre terrain fait 40, si c'est un 40-20. Voilà, après, c'est facile à faire, hein, donc il ne faut juste pas qu'on oublie de le faire, et puis on pourra faire ce tracé type et vous l'envoyer. Bon, peut-être que d'autres questions viendront. Et les buts. Alors, et les buts, Sandrine, si tu veux ouvrir ton micro, tu peux préciser ta question. Bon. Alors, peut-être après. Les buts, je ne sais pas si c'est la dimension des buts. Si c'est la dimension des buts, on peut utiliser soit des buts de 2,40 m, soit des buts de 2,40 m par 1,70 m qui correspond au but de million, ou alors vous avez même des buts qui font 3 mètres par 2 mètres, qui sont les tailles réglementaires d'un but de hand.
en général, on s'adapte au matériel que l'on a, quoi. Mais des buts de 2,40 m par 1,70 m sont sont utiles, quoi. Ok. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai réussi à allumer le micro. C'était la réponse. Merci beaucoup. Ok. Alors, Ouais, vas-y Aurélien. non, mais vas-y. J'allais faire la transition. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, vas-y. Oui, en fait, on a juste une autre remarque de Marie-Pierre qui dit qu'elle n'a pas vu de nombre de joueurs minimal pour pratiquer le hand à 4. Et elle fait la comparaison avec le volley où il y a du 2 contre 2, par exemple. Donc, s'il y avait un nombre de joueurs minimum. Alors, le hand à 4, il se joue donc à un gardien plus 3 joueurs, mais on peut justement sur des situations, alors je ne sais pas si on peut parler de situations d'entraînement pour les cours de PS, mais en tout cas, on peut jouer, on peut justement faire du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 2 sur une zone. En fait, on peut tout faire avec cette pratique et vous pouvez vraiment l'utiliser, quoi. Je pense que là, Marie-Pierre Oui. répondait à la question par rapport au justement aux évaluations bac. Ouais. D'accord. Désolé, Marie-Pierre. J'avais pas vu. Le ballon souple, c'est quoi? Alors, ballon souple, oui, c'est un ballon qui n'est pas trop gonflé et qui fait moins mal quand on vous tire dedans par maladresse. Parce que justement, selon les ballons qu'on a, ben, des fois, c'est un peu des cailloux. En plus, les personnes ont tendance à beaucoup les gonfler pour qu'elles rebondissent bien. Mais sur du hand à 4, l'utilisation des dribbles n'est pas forcément toujours très, très utile. Donc, si le ballon, faut mieux un ballon souple qui rebondit un tout petit peu moins qu'un ballon qui est un véritable caillou et qui va faire très mal au gardien si le gardien veut faire un arrêt, quoi, fait un arrêt. Donc oui, donc c'est des ballons, oui, c'est des ballons de hand que vous avez, quoi. D'accord. Bon. Alors, on aura toujours l'occasion de revenir sur le hand à 4 en fin de visio. Pour lancer la transition, effectivement, il y a un collègue qui faisait le parallèle avec le volley. Mais effectivement, moi, ce que je retiens du hand à 4 et de l'intérêt du hand à 4, c'est vraiment qu'on va favoriser, et le contexte actuel nous incite bien à être sur des pratiques où il y a du volume d'activité, où il y a un fort intérêt au niveau motivationnel des élèves. Et du coup, effectivement, ça, c'est un petit peu comme quand on vient faire du volley à 2 dans la perspective de pouvoir jouer à 6 plus tard. Hein. Là, le hand à 4, c'est vraiment une façon de favoriser le volume de pratique et donc de permettre aux élèves vraiment de développer dans ce volume de pratique des habiletés techniques, de la dépense énergétique, etc. Donc, c'est vraiment, en résumé, moi, ce que je retiens, c'est ces intérêts-là et la mise en œuvre en EPS pour pouvoir faire fonctionner une classe de 30 dans un gymnase, ce qui n'est pas anodin pour nous. Donc, je vais passer la parole à Amélie pour le handfit. Bonjour. Bonjour Amélie. Alors, si tu dois partager ton écran, je pense que c'est à Vincent de te donner la main. Ouais. Ok. Pourtant, j'ai l'impression... Ça n'a pas fonctionné là? Si, c'est bon. C'est bon? Ok. Mais on voit un questionnaire sur les vacances de Pâques. C'est pas la bonne page qui était ouverte. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, l'idée, ça va être de vous présenter la pratique ensuite. C'est une pratique qu'a développée la Fédé en 2015, qui a pour but de s'orienter vers une activité plaisir, santé et bien-être. Et on va voir de quelle manière vous pourriez la mettre en place au sein de vos établissements scolaires. Alors, normalement, c'est bon. Donc, dans un premier temps, on va voir quelles adaptations par rapport au contexte actuel de la situation pandémique. Alors, je me suis basée sur les dernières recommandations qui sont arrivées au mois de mars. Je m'entends en même temps, c'est bon.
Donc là, elles seront sans doute remises en place quand vous pourrez reprendre vos cours en présentiel. Ensuite, je vous présenterai plus en détail l'offre fédérale et je vous montrerai 2 séances qui pourraient être adaptées au contexte sanitaire. Donc, par rapport au protocole Covid du mois de mars, il avait été précisé qu'il était possible de pratiquer en intérieur sans masque, seulement si la distanciation physique est respectée. On peut toujours évidemment pratiquer en extérieur. Vous pouvez donc pratiquer dans les gymnases des activités qui sont bien spécifiques et notamment la préparation physique. On va voir en quoi le handfit peut rentrer dans ces activités-là. Vous pouvez utiliser du matériel partagé. Et là, on verra également qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel et donc pas beaucoup de matériel à désinfecter. Voilà. Donc, l'intérêt que vous pouvez avoir à utiliser le handfit au sein de vos établissements, c'est que vous allez pouvoir permettre une mise en activité de tous vos élèves en même temps, que ce soit en extérieur comme en intérieur. Vous allez pouvoir également rentrer dans les obligations scolaires que vous avez, alors un petit peu dans le champ d'apprentissage numéro 1, mais surtout dans le champ d'apprentissage numéro 5. Donc, ça peut rentrer dans des programmes que vous êtes obligé de mettre en place. Vous pouvez pratiquer sur différents lieux. Ça va répondre aux contraintes que vous allez avoir, par exemple, sur des créneaux horaires, sur des lieux de pratique. Est-ce que vous êtes en salle? Est-ce que vous êtes en extérieur? Et aussi, ça va répondre aux contraintes sanitaires par rapport aux activités qui impliquent une distanciation physique. La séance permet un temps de pratique idéal pour quand vous avez une seule heure de cours. Vous pouvez mettre en place cette séance en entier sur 1 heure de cours, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur des cours de 2 heures. Et vous aurez très peu d'investissement à faire en ce qui concerne le matériel. On verra que la plupart du matériel qu'on utilise pour les séances handfit, vous l'avez souvent déjà dans vos établissements. Donc, au niveau de la pratique fédérale, donc là, je vais rentrer plus dans le vif du sujet du handfit. Donc, une séance se décompose en 5 phases. Vous avez à chaque fois, pour chaque phase, des objectifs recherchés qui sont différents. La première phase, c'est le hand roll. Donc là, on est plutôt sur un temps d'automassage avec ballon ou avec rouleau en fonction de ce que vous avez. La deuxième partie va être sur du hand balance. Donc là, on est plutôt sur un travail de proprioception, de posture, de gainage. Et donc, on remarquera que ces 2 premières phases vont correspondre à un temps de préparation à l'effort. Ça va vous permettre par la suite d'amener vos élèves à être dans des capacités optimales pour démarrer sur la 3e phase, qui est le cardio power. Donc là, le cardio power, on peut être sur du circuit training en renforcement musculaire. Donc, on peut être aussi sur de l'intervalle de course. Donc, vous allez pouvoir peut-être mettre là des contenus de renforcement musculaire au poids de corps ou avec charge en fonction des classes que vous avez. Mais vous pouvez être également sur du fractionné avec des distances à parcourir sur un temps donné. La 4e phase, donc là, on est sur du enjoy. Là, c'est plutôt la situation jouée, la situation ludique, où les élèves vont remettre en situation tout ce qu'ils ont vu juste avant. Et la dernière phase, on est sur du cool-down, donc du retour au calme ou des étirements. En fait, l'idée, ça va être de vous montrer que vous pouvez gérer vos séances, construire votre séance comme vous l'entendez en partant sur ces 5 phases-là au sein de la séance. On va rentrer un petit peu plus précisément sur chaque phase. Donc, la première phase, donc on est bien sur de l'échauffement musculaire, la préparation à l'effort. Le principe d'automassage, l'idée, ça va être d'inciter les élèves à mettre le plus de pression possible sur le ballon. Donc, vous pouvez être sur des ballons de hand, mais aussi des ballons que vous avez dans vos salles, du moment qu'ils roulent, donc qu'ils soient bien gonflés.
L'idée, c'est que plus on va mettre de pression, plus il va y avoir un appel de sang et donc ça va augmenter au fur et à mesure la température corporelle. La deuxième phase, on est sur de la proprioception, de la coordination. Vous allez pouvoir travailler sur le renforcement du système neuromusculaire, mais également sur de la dissociation segmentaire à travers des ateliers de motricité. La troisième partie, le cardio power. Donc là, on est sur des efforts qui sont brefs et qui sont intenses. La fédération préconise un temps de 20 secondes d'effort et 10 secondes de récup. On est sur à peu près des séries de 6 à 8 répétitions. Après, ce sera à vous de voir si vous faites 2 ou 3 séries. C'est vraiment à vous de construire votre outil. L'idée, c'est vraiment d'être sur une recherche pas de performance, mais une recherche d'aller vers un effort qui est maximum. Donc, on va pouvoir développer la fonction cardiaque, pardon. Et ce qui va être surtout très important dans la situation actuelle où on a une sédentarité qui augmente un petit peu chez les jeunes, c'est que là, on va pouvoir, avec cette phase-là, participer à la lutte contre les facteurs de risque et le déconditionnement musculaire. Donc, ça va permettre de les maintenir le plus possible en forme. La quatrième phase, donc là, on est plutôt sur des situations jouées, des situations ludiques. On mettra régulièrement en place peut-être des jeux récréatifs. L'idée, c'est que les élèves, en fonction de l'âge, que vos situations, elles ramènent des objectifs que vous avez faits sur vos phases précédentes. Donc, on va pouvoir avoir des situations par appel à des qualités motrices. On peut avoir des qualités physiques et musculaires qui vont être impliquées également. Mais l'objectif principal, c'est que les élèves prennent du plaisir et apprennent à jouer ensemble et contre. Alors, on verra que la confrontation, on la fera de façon indirecte pour pas qu'il y ait de contact et qu'on puisse respecter cette distanciation qui est imposée. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être dans un travail collectif pour une recherche de plaisir et essayer de gagner, de mettre du défi. La cinquième phase, donc là, on est sur du retour au calme. On pourra également en profiter pour avoir un temps d'échange avec ses élèves. Ça va être l'occasion de passer quelques messages qui vous sont importants en ce qui concerne le bien-être, l'hygiène de vie, la santé. Mais on peut aussi en profiter pour leur donner quelques conseils pour maintenir l'activité physique au quotidien chez eux. En cas de reconfinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, en profiter pour passer quelques messages. Et en ce qui concerne le mode de retour au calme, ça peut être intéressant de varier les méthodes, d'aller sur des périodes d'étirement, mais sur aussi de la récupération guidée, sur d'autres comme le yoga, voilà, d'amener de nouvelles pratiques qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de mettre en place régulièrement. En ce qui concerne le matériel, donc là, l'image que vous avez à l'écran, c'est le premier kit qui a été créé par la Fédération française de handball. Il y a un deuxième kit qui est mis en place également pour aller un petit peu plus loin vers de la performance. Mais je pense que ce premier kit-là déjà est déjà raisonnable et suffisant pour mettre en place le HandFit dans vos établissements. Par rapport à mon expérience dans l'encadrement du HandFit, je pense que le matériel le plus important qu'il va falloir que vous puissiez avoir, ce sont des fitballs. Donc, ce sont les gros ballons que vous voyez à l'écran. Ils vont permettre de varier les exercices, que ce soit sur la phase du hand balance, que ce soit sur le cardio power ou sur le hand joy. Vous allez pouvoir avoir des situations ludiques, des situations qui innovent. On pourra l'utiliser par exemple pour des exercices de passe, des exercices de dribble. Donc ça va peut-être pouvoir vous permettre d'être dans une période où vous êtes en prémisse de mettre en place du handball derrière. Il est parfois plus facile pour des novices de dribbler avec ces gros ballons.
plutôt qu'avec un petit ballon de hand qui est plus difficile à manier. On va avoir également des ballons lestés. Alors, vous avez peut-être des haltères ou des petites charges dans vos structures, mais on peut également faire du handfit sans charge. Ça pose aucun problème. Vous pouvez faire du renforcement sans avoir ce matériel-là et vous le faites sûrement déjà. Des cordes à sauter, surtout pour la partie cardio power, c'est intéressant pour faire monter les capacités cardiaques sur ces phases-là. Des balles légères. Alors, les balles légères, ce sont les petites balles bleues que vous voyez à l'image. Ce sont des balles très souples qui volent un petit peu sur les passes et donc qui permettent de faire des échanges de balles avec plusieurs ballons sans avoir la peur de prendre le ballon dans le visage, parce que ça ne fait pas mal. Et enfin, vous avez aussi des tapis de sol que vous avez aussi sûrement déjà dans vos établissements. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros investissement pour pratiquer le handfit. On a un temps de pratique de 45 à 60 minutes en moyenne. Donc, on rentre bien dans la pratique pour 1 heure de cours. On peut avoir un temps de pratique plus important en fonction du temps qu'on va mettre sur chaque phase. Donc, ce sera à vous d'adapter en fonction du temps que vous avez. Au niveau des lieux de pratique, on peut évidemment pratiquer dans une salle de sport, dans un dojo. Ça permet d'éviter le transport des tapis, ils sont déjà sur place. Dans des salles de réunion ou des salles de foyer. L'idée, c'est de vous montrer, par exemple, vous avez un cycle qui doit démarrer, mais la salle est en travaux ou elle est indisponible. Bah, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. C'est une séance que vous pouvez mettre en place rapidement avec vos élèves dans un lieu qui peut être plus ou moins insolite. Et vous pouvez évidemment pratiquer en extérieur. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou si on passe directement sur les séances. Maëlys, alors, pas de questions pour l'instant, Amélie. Ok, ça marche. Alors, on enchaîne avec les séances. Donc là, je vous propose 2 séances qui sont adaptées au contexte sanitaire. Une première séance sur du travail plutôt sur le bas du corps. Donc, on va avoir un premier temps avec le hand roll. Donc là, on est sur un temps de pratique de 7-8 minutes, pas plus. On va avoir de l'automassage sur les membres inférieurs. Donc, l'idée, c'est de faire rouler la balle d'avant-arrière sur l'ensemble de la chaîne postérieure. Ensuite, la phase hand balance, j'ai pour habitude de la découper en 2 exercices de manière à avoir une progression dans l'intensité de la séance, puisque derrière, on va directement sur du cardio power où il faut qu'il soit bien préparé pour les efforts brefs et intenses. Donc, un premier exercice, pardon, on va être par 2 en proprioception, donc en déséquilibre au niveau des appuis, et on va pouvoir faire des échanges de balles, donc travailler au niveau de sa posture, mais aussi commencer à avoir des aptitudes de passe qui vont rentrer dans cette séance. Ensuite, la deuxième partie du hand balance, ce sont des ateliers de motricité, de coordination que vous pouvez mettre en place à partir d'échelles, de haies, de plots, enfin tout le matériel pédagogique que vous avez à disposition. Ce deuxième exercice va permettre de faire monter vraiment l'intensité pour bien être prêt à enchaîner par la suite. Le cardio power, donc je vous ai présenté 2 exercices. En fonction de si vous êtes sur une séance de 1 heure ou une séance de 2 heures, vous ferez peut-être qu'un seul exercice sur les 2. Le premier exercice, donc on est en binôme. On va avoir une alternance d'un exercice de course avec un exercice de renfort. Donc, toutes les 10 secondes, on va changer de situation. L'exercice de course, on va être par 2 en échange de balles avec le feedball sur de la montée de balles. Donc, on va faire des allers-retours sur une distance qui a été définie. Ça va permettre de développer des habilités comme courir, attraper et lancer, qui sont propres au sport collectif comme le hand, mais aussi le basket. Vous allez pouvoir, pour le deuxième exercice, les autres groupes, pardon, excusez-moi, ils vont être en renforcement musculaire. Et donc, toutes les 10 secondes, on va enchaîner, donc on va alterner course, renfort, et on verra que c'est très efficace au niveau de l'intensité.
Donc après, au niveau du renforcement musculaire, vous êtes libre de mettre en place ce que vous voulez en fonction des niveaux scolaires que vous avez en face de vous. Le deuxième exercice, donc là, on a l'utilisation de la corde à sauter. Et pareil, même fonctionnement, on a des groupes qui sont en corde à sauter, des groupes en renforcement musculaire, et on alterne toutes les 10 secondes. Ça vous permet de ne pas avoir autant de ballons ou de football que vous avez d'élèves, et ça vous permet d'avoir des espaces, beaucoup d'espace entre vos élèves aussi. La partie Enjoy, donc là, on est sur un jeu où on va être contre une équipe, mais sans confrontation directe. L'idée, ça va être de placer un football au milieu d'une zone et avoir une équipe de chaque côté de cette zone-là. Il faut tirer dans le football afin que le ballon arrive dans le camp adverse. Donc là, on va travailler des habilités de précision au niveau du lancer. Et enfin, le cool-down. Donc là, on est sur une approche avec des postures de yoga. Donc l'idée, c'est d'amener comme je vous disais tout à l'heure, un mode d'apprentissage un petit peu différent. Voilà pour la première séance. La deuxième séance, donc là, on va être plutôt axé sur le haut du corps. Alors, vous pouvez bien sûr faire des séances mixtes où vous êtes sur bas et haut du corps. C'est juste pour vous donner quelques idées, pour vous inspirer un petit peu par rapport à cette nouvelle pratique. Donc, le hand roll, on est toujours sur de l'automassage, mais là, on peut l'effectuer contre le mur, par exemple, avec des rouleaux. Mais ça peut très bien se faire aussi avec des ballons. Donc, si vous n'avez pas de rouleau, ce n'est pas un frein. Le hand balance, donc le premier exercice, assis sur un football. Si vous n'avez pas de football, ils peuvent être bien sûr assis au sol. L'idée, ça va être de travailler au niveau de la ceinture abdominale et scapulaire, de manière à être capable de faire des passes tout en étant en maintien de la posture sur du déséquilibre. Donc là, vous avez une première sollicitation musculaire. Le deuxième exercice, on va être sur le jeu de l'horloge. Alors, ça va vous rappeler quelques souvenirs peut-être d'enfance. Le jeu de l'horloge, c'est un jeu où il y a deux équipes. Une équipe en cercle qui doit se faire des passes pendant que l'autre équipe effectue un relais en dribble. Donc là, on va partir sur le même principe, sauf que l'équipe qui est en passe va se mettre en gainage. Donc, on va avoir une sollicitation musculaire et va devoir se faire passer le ballon les uns après ensemble, de se faire des passes, pendant que l'autre équipe est en dribble. Donc, en fonction des niveaux, on pourra faire le dribble soit avec un ballon de hand, mais également avec un football, par rapport aux habilités motrices qu'ont vos élèves. Au niveau du cardio power, on peut partir sur un circuit training dans un premier temps avec différents ateliers sur des pompes, des dips, du tirage, tout ce que vous pouvez mettre en place. Ça permet d'avoir des ateliers qui soient bien individualisés. Le deuxième exercice, donc là, on va pouvoir prendre référence au petit schéma que vous avez sur la droite. Donc là, c'est toujours sur du 20-10. Pendant 20 secondes, on va devoir se faire des passes quand on est à la hauteur du plot de gauche. Dès qu'on a fait la passe, on va en aller-retour en déplacement latéraux au plot de droite. On revient et arrivé au plot de gauche, votre partenaire vous refait la passe et ainsi de suite. Quand on a le ballon, on doit effectuer un burpee le temps que son partenaire revienne au plot. Voilà, on va alterner de la course et du renforcement avec ce burpee. Donc là, vous êtes sur un autre type de déplacement avec ces déplacements latéraux donc, qui vont amener aussi des habilités motrices au niveau de ces pas chassés-là, par exemple. Ensuite, le Enjoy, on va pouvoir être sur un relais en déménageur. On va pouvoir mettre d'un côté toutes sortes de ballons que vous pouvez avoir, des balles de tennis, des balles de rugby, des footballs, des ballons de hand. Voilà. Et l'idée, ça va être de demander à vos joueurs de déplacer les ballons par deux en passe, mais peut-être en imposant une forme de passe en fonction du ballon qu'ils vont avoir. Voilà, c'est des petites règles que vous pouvez mettre en place et vous voyez bien que vous pouvez faire un petit peu d'habilité à être capable de se faire des passes tout en étant sur du jeu où on est contre et avec des partenaires. Et enfin, le cool-down. Donc là, on est sur de la récupération guidée avec de la sophrologie de base. Donc toujours l'objectif d'amener des nouvelles pratiques, de sensibiliser vos élèves à de nouvelles pratiques pour récupérer.
voilà pour ma présentation. Vous avez une vidéo sur Internet, donc je vous mets le lien ici, qui vous permet de… Donc, c'est la vidéo de promotion du handfit de la Fédération française de handball. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment des images un petit peu des vidéos de ce qu'on pratique concrètement. C'est une activité qui est proposée surtout pour un public adulte, mais en ce qui me concerne, on le pratique dès l'âge de 16 ans dans notre structure. Et on le pratique depuis 1 an avec les jeunes dès l'âge du collège, sur des séances en visio ou en présentiel, en fonction de quand on a le droit de mettre du contact, plus de contact. Donc voilà, on s'adapte. On propose souvent ce genre de séance et ça plaît énormément, surtout avec l'aspect enjoy à la fin. Donc, en fonction des catégories d'âge, cette partie-là est plus ou moins longue. Donc voilà, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Par contre, vous pouvez poser vos questions directement à Amélie. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Bon, je pense que tout le monde a compris alors. Oui, c'était très clair, hein. Effectivement, c'est une activité qui rentre aussi dans les préoccupations du moment et qui, en plus, peut être complémentaire et peut aussi être adaptée à une phase d'échauffement, à une séance normale ou à une séance de hand à 4. Ça peut être… voilà, là, c'est les outils et après, ça peut être reconditionné, c'est ça? C'est ça. Je vois que la vidéo passe pas, c'est ça? Non, alors si la vidéo passe pas, c'est peut-être comme tout à l'heure, il faut repartager l'écran dans lequel la vidéo est active. Alors. Sinon, peut-être je peux la mettre dans le chat. Oui, tu peux la partager dans le chat. Et il y a une autre question qui est de Anne, qui demande si on peut trouver les documents pour avoir des idées, et notamment sur la phase Enjoy. Alors, nous, on met en place sur les formations de cadre, on a des contenus qui ont été travaillés par comment dire, des stagiaires. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas d'outils proprement dit. Et là, j'ai une commande avec Vincent de créer un livret comme vous avez pour le handfit. Donc, dès que je vais pouvoir l'avoir terminé, je l'enverrai dans ces cas-là à Aurélien. Peut-être tu pourras le partager, Aurélien. Alors, il ne sera peut-être pas aussi beau que celui de Vincent. Je n'ai pas ses compétences en termes de visuel, mais le contenu sera là. Bon, en tout cas, moi, ce que je ferai avec tous les documents, je vais compiler tous les documents, les liens, les vidéos, et je mettrai aussi la vidéo du webinaire, et j'enverrai un lien à tous les participants, enfin à tous ceux qui s'étaient inscrits, parce que bon, là, au mieux, on a été 70 pendant la visio, ce qui est pas mal, ce qui est même très bien. Et voilà, donc on diffusera les contenus et en retour, je vous donnerai aussi à Vincent, Maëlys et Amélie le listing et les coordonnées des participants s'il y a besoin d'entretenir le contact derrière et les échanges. Bon. Alors en tout cas, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions et on est en train d'arriver, vraiment au niveau timing, vous avez été parfait, je tiens quand même à le préciser. Et voilà, en tout cas au nom de tous les collègues et de l'UNSS aussi, c'est dans le cadre de ce partenariat qu'on a mis en place cette formation. Je tenais vraiment à vous remercier pour le travail que vous avez fait à la production des documents, parce que voilà, chaque fois on s'expose aussi quand on décide de présenter des choses. C'est pas toujours évident. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité du travail et ce que vous avez proposé aux collègues EPS de l'Académie.
Et je pense que les commentaires dans le chat vont dans ce sens-là largement. Merci beaucoup, à toi Aurélien pour l'organisation. Merci à tous de vos retours et surtout, je pense que le message qu'on peut vous passer, c'est que certes l'intervention elle s'arrête là, mais que voilà, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à solliciter aussi les clubs locaux. Si jamais ça répond pas au niveau des clubs locaux, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est vrai que selon l'organisation des clubs, c'est pas toujours évident. Voilà, mais en tout cas, si vous avez des besoins, soit par le biais d'Aurélien, soit directement en prenant contact avec la Ligue, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut pas que vous puissiez pas mettre en place une activité handball parce qu'il vous manque une paire de buts. Ça c'est pas concevable pour moi. Donc voilà, ça s'arrête pas ce soir. Et puis voilà. Et puis merci encore. On relaiera de toute façon comme convenu quand vous avez au niveau de la Ligue des webinaires ouverts et des informations qui peuvent être diffusées à un large public. On relaiera auprès des collègues EPS pour qu'ils puissent y avoir accès. Voilà. Bon, et ben sur ce, je pense que nous allons pouvoir nous dire au revoir. Juste avant de quitter, il y a juste une dernière question qui demande s'il y a une formation proposée, une formation fédérale proposée pour le handfit. Alors oui, il y a une formation pour le handfit. Peut-être je te laisse répondre, Vincent. Ouais, très rapidement, hein, nous, donc oui, il y a une formation qui est mise en place par la Ligue de Bretagne. Handfit, où Amélie est intervenante, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce qu'on fera aussi dans le cadre du partenariat et des relations, des bonnes relations qu'on mène, c'est qu'on enverra aussi le catalogue des formations en début d'année qui est mis à jour. Comme ça, vous pourrez justement accéder aux formations fédérales que vous souhaitez. Donc ça, c'est pas un souci. Bon, eh bien, 18h26, je pense qu'on est bien. Ouais, super. Bon, merci à tous et à une prochaine alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.